Alors moi j'avais de petites questions qui découlent de mon exposé que je vous adresse c'est la même question finalement que je vous adresse à l'un et l'autre. Est-ce que le déclin, entre guillemets, il y a des périodes, mais est-ce que le déclin de l'action française et des mouvements nationalistes ne vient peut-être pas d'une période où ils ont délaissé la question sociale? Tu vas pouvoir apporter beaucoup de nuances peut-être. Et est-ce que le déclin du syndicalisme ne vient peut-être pas d'un moment où ils ont aussi abandonné la question nationale? Je parle notamment de trotskistes internationalistes. On a complètement délaissé, abandonné. Est-ce que finalement, les deux pôles, au moment où ils se sont un petit peu dissociés, est-ce que finalement ça n'affaiblit pas chacun des pôles, quoi? Alors, ça rejoint, d'ailleurs, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce que tu as dit sur la nécessité de rapprocher ces pôles pour produire une sorte d'énergie, en quelque sorte. Ça, c'est effectivement une idée très très intéressante de Proudhon, et on retrouve tout à fait cette inspiration proudhonienne dans la fameuse formule de Maurras, l'autorité en haut, les libertés en bas. C'est exactement le sens de ce que tu as dit à propos de la conception d'un état chaud, en quelque sorte, mais limité. Voilà. Donc l'autorité en haut, les libertés en bas. En ce qui concerne l'évolution du nationalisme et le fait de considérer qu'il décline quand il ne prend pas en charge la question sociale, alors là, ça demande réflexion, parce que pour pouvoir pratiquer l'empirisme organisateur, là, il faut se repasser un peu le film. En tout cas, c'est la thèse de Renouvin, en ce qui concerne l'AF. Alors, tout à l'heure, j'expliquais que je prenais comme source principale pour mon exposé Renouvin. Lui explique que après donc, le départ de Valois, en fait, il y a un déclin, et il considère même que le départ de Valois est plus important pour expliquer ce déclin que la condamnation de 1926. Vous savez que le pape Pie XI condamne l'action française en 1926. Bon, la condamnation sera levée par Pie XII en 1939, mais c'est quand même quelque chose qui va marquer beaucoup. Le journal est mis à l'index, ainsi que certains textes de jeunesse de Maurras, et puis il y a beaucoup de catholiques qui vont résister, qui vont dire non, on veut continuer d'être nationaliste français, mais il y en a aussi beaucoup qui vont partir. Pour le détail, il me semble que la condamnation datait au moins 20 ans en arrière. Alors elle est en suspens. C'est ça. Certains aspects étaient considérés comme condamnables, mais ne devant pas être condamnés en quelque sorte. Voilà. Et puis, cela dit, si la condamnation arrive à ce moment-là, c'est pour des raisons diverses, de politique étrangère, de politique européenne, de rapprochement entre Rome et la République. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Mais en tout cas, voilà, Renouvin est d'accord avec toi. Il considère que le départ de Valois, c'est plus grave finalement. Ça cause plus de tort à l'AF, puisqu'elle semble, à partir de là, rejoindre un petit peu le camp conservateur. Et donc, pour des raisons sociologiques aussi. Pour des raisons sociologiques. Parce qu'il me semble que. Mais bon, parce que. Voilà, enfin, en tout cas, voilà. Ce que dit Renouvin, c'est que dans les années 30, même un peu après, on a de moins en moins d'ouvriers qui se tournent et de paysans qui se tournent vers l'action française, et beaucoup plus de classes, on va dire, un peu plus aisées, supérieures. Classe moyenne ou supérieure, voilà. Ouais, tout à fait. Donc il y a aussi cette dimension. Et alors, il est vrai aussi, si je prends un peu la suite de l'histoire du mouvement, que souvent les tentatives de renouveau, qui fonctionnent d'ailleurs, qui ont souvent fonctionné, ont consisté à revenir à cette origine où justement les deux pôles étaient rapprochés. Donc c'est ce qu'ont voulu faire les gens de la NAF dans les années 70. Et c'est vrai qu'ils ont eu d'abord un grand succès, ça a très très bien marché au départ. Et c'est aussi ce qu'ont fait les gens on appelle ça la génération Maurras, pour ceux qui s'intéressent à l'AF. C'était un jeu sur les affiches, vous savez, socialistes, la génération Mitterrand, parce que c'était à peu près ça. C'est la campagne présidentielle de 88, génération Mitterrand. Donc ils avaient repris ça, ils l'avaient détourné, ils avaient fait des affiches génération Maurras. Et il y a eu un renouveau militant, un renouveau jeune assez important à cette époque-là. Et eux aussi, vers quoi se sont-ils tournés? Ils se sont tournés vers le cercle Proudhon. Ils se sont inspirés justement de Berthe. Les gens comme Nicolas Portier, etc., sont des grands lecteurs du livre de Berthe, qui est d'ailleurs, le livre de Berthe, c'est à mes yeux ce que le cercle Proudhon a produit de meilleur. Donc oui, finalement, en repassant un peu le fil, il est en vente là-bas. Moi, ça me paraît assez vrai. En ce qui concerne l'AF, en tout cas, les renouveaux militants, notamment, souvent, sont liés au retour vers cette question sociale. Donc oui, je répondrai oui. Et tu veux...
Oui, après par rapport au, disons, au courant syndicaliste, je pense que la grande rupture, c'est vraiment 14. C'est-à-dire que pour répondre à ta question, je pense que tu as toute une génération de militants ouvriers qui étaient formés, qui étaient patriotes aussi d'une certaine façon, qui se sont retrouvés dans l'union sacrée et dans l'obligation de défendre la nation. La classe ouvrière française a d'ailleurs versé son sang, comme aussi le monde paysan, pour cette défense-là. Et après la guerre, les questions changent, le monde change, et ce qui apparaît, c'est disons, l'internationalisme communiste, avec justement la grande rupture du congrès de Tours, avec ou l'intégration à l'international communiste affilié, disons, à l'URSS, et des tendances qui refusent, dans le monde syndical, dès le départ, d'intégrer cette confédération générale du travail maintenue et afféodée au Parti communiste naissant. Et ces fractions minoritaires n'arriveront vraiment pas à savoir exactement s'ils devaient être révolutionnaires ou réformistes. Il y a une division là aussi qui s'opère au sein même de l'opposition. Et au final, il y a aussi une apparition de quelque chose qui n'était pas dans le syndicalisme révolutionnaire, qui s'appelle la bureaucratie syndicale. C'est vraiment quelque chose qui s'installe à ce moment-là, donc des appareils nécessaires pour mener le combat ouvrier de façon nationale et aussi internationale à ce moment-là, mais qui alourdissent vraiment et qui coupent justement de la base un syndicalisme français qui devient dès lors un jeu d'appareils, avec justement des querelles en son sein entre diverses tendances et ainsi de suite. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que de toute façon, plus largement, disons, je dirais, dans le mouvement socialiste, communiste, il y aura toujours quand même une survivance de cet attachement à la patrie. Même le PC ne pourra jamais faire l'économie de la question nationale, et il y aura d'ailleurs plusieurs époques où justement il y aura des références à l'héritage français, l'héritage de la patrie, de la civilisation française dans le PC. C'était le PCF. Le PCF, voilà, d'ailleurs. Et l'idée qu'il y avait quand même un terreau propre au communisme à la française et que c'était quelque chose de particulier. Vous l'avez justement l'époque de marché avec un recentrage justement sur la question nationale qui est aussi lié aussi à ce moment-là à l'émergence, disons, de la guerre froide, donc l'opposition entre les pôles, et peut-être aussi la volonté de revendiquer l'indépendance nationale française dans le cadre d'une rupture avec la domination à l'époque atlantiste. Donc tout ça, vous l'avez toujours à l'état latent dans le mouvement, disons, communiste, qui va faire perdurer ça jusqu'en 89, justement, avec l'effondrement du mur, et aussi l'effondrement du Parti communiste. Après, ce courant est, je pense, souterrain et n'a jamais été vraiment théorisé, mais vous pouvez trouver dans d'autres courants communistes justement cette idée de lien entre la nation et surtout le lien entre la lutte pour la libération nationale et la lutte pour la libération sociale. Par exemple, je pense à l'Irlande avec Connelly, ou l'Amérique latine. L'Amérique latine aussi, et c'est un lien et une alliance qui est toujours porteuse d'un vaste mouvement populaire à chaque fois. Donc on retrouve aussi dans toutes les luttes justement d'Amérique latine ce lien entre la question nationale et la question sociale jusqu'à aujourd'hui avec Chavez. Oui, parce que c'est une tirade du cercle Proudhon, les ouvriers ont une patrie. Voilà. Et c'est historique, mais c'est naturel. C'est-à-dire que l'ouvrier, par opposition au bourgeois qui est lui apatride et cosmopolite, comme le capital en fait, l'ouvrier, lui, est attaché à sa culture, même que ce soit conscient ou pas conscient, et au lien, à la terre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a la paysannerie aussi, toutes ces choses-là. Donc, finalement, il y a vraiment là, pour le coup, là, il y a une opposition. D'ailleurs, même quand on cite souvent la phrase de Marx dans le manifeste, les ouvriers n'ont pas de patrie, mais au final, quand on lit la suite, on comprend que la patrie doit être reconquise par les ouvriers. Ils doivent s'établir en classe pour devenir conscients et devenir l'État, redevenir la nation. Et c'est justement toute cette idée de régénérescence qu'on retrouve dans le socialisme révolutionnaire qui pouvait être tout à fait compatible avec la vision royaliste, parce que justement il y a cette volonté de redonner un sens au terme de patrie, au terme de nation, vraiment pour redonner son aspect vivant. C'était
la nation étant tombée à un moment donné, surtout la nation républicaine, comme un ensemble d'institutions froides, un ensemble de valeurs complètement coupées de la réalité, le syndicalisme révolutionnaire, comme le mouvement d'action française et comme d'autres tendances, voulait au contraire redonner leur sens au mot et surtout leur redonner cette dimension populaire qui était intéressante. Parce qu'une nation qui ne représente pas le peuple n'est pas une nation, c'est un monstre froid, c'est un État totalitaire. Ce qui n'est justement ni la vision, disons, de Proudhon, que tu as bien fait de rappeler, parce que c'est très important, ni la vision ni des socialistes révolutionnaires, ni des royalistes d'action française. Parce que là, au point de vue on va dire, socialiste, gauche, dans la période actuelle, on est dans la négation totalement même de la question nationale. Quoi. Elle revient sur d'autres... Elle revient. En fait, ils la remettent quand il y a des événements, là, ils ressortent le drapeau. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est vraiment une histoire symbolique. Pour le nationalisme, c'est la même chose. On peut évidemment considérer que le Front National, par bien des côtés, est critiquable, mais actuellement, j'y ai pas pensé tout à l'heure dans la réponse, mais le succès qu'il rencontre aussi aujourd'hui tient à ce qu'il récupère symboliquement le positionnement du Parti communiste. Oui, bien sûr. Donc tu parlais du Parti communiste à l'époque de Marchais. Effectivement, aujourd'hui, le Front National, a tort ou a raison, plus ou moins, etc., mais tire une partie de son succès actuel du fait qu'il occupe symboliquement cette place-là. Donc oui, ça répond aussi à la question. Si on avait un conseil à donner à nos amis gauchistes, Parti socialiste ou à nos amis d'extrême gauche, redevenez nationalistes, hein, et ça va marcher dans les urnes. Après, je pense que par rapport au gauchisme et par rapport au trotskisme et tout ça, c'est vraiment des courants qui sont construits sur la négation justement de l'idée nationale et la mise en avant justement de l'internationalisme, et que donc il y a un fossé qui s'est creusé, mais qui concerne justement qu'une minorité, qui d'ailleurs a été souvent coupée d'une base populaire, de théoriciens et de cosmopolites, qui allaient justement vers un éclatement de la nation et une volonté de saper justement tous les fondements traditionnels de la nation. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, la redécouverte de la nation aussi passe par des travaux, comme on a pu voir avec Michéa, et aussi tout un ensemble d'auteurs qui réhabilitent d'un point de vue dialectique la nation. Une réhabilitation qui était déjà faite justement par le PCF de la grande époque, avec cette fonction justement de représentant titulaire du peuple dans sa diversité. Et qui incarne dans le mouvement syndical? Est-ce qu'il y a des gens qui se réclament vraiment sur le terrain du syndicalisme révolutionnaire aujourd'hui, qui font référence? Est-ce que ça est... Moi, j'en connais pas. Non, mais Disons que l'étiquette est utilisée, mais elle est un peu... Comment dire, on retrouve souvent cette référence au syndicalisme révolutionnaire plutôt à la CNT, l'anarcho-syndicalisme, en sachant que à l'heure actuelle, c'est plus un héritage qui est revendiqué de façon purement historique. Il y a eu beaucoup de recherches faites par la CNT sur cet héritage-là, en sachant aussi que de toute façon dans les pratiques et dans les il n'y a pas de lien vraiment entre la dimension vraiment massive du syndicalisme révolutionnaire de la CGT du début du siècle et disons les tendances qui aujourd'hui se revendiquent syndicalistes révolutionnaires et qui ne correspondent pas vraiment à une réalité. Je suis pas sûr que Besancenot lise Georges Sorel tous les matins, tous les soirs. Je voulais préciser, oui, de toute façon, par rapport aux résurgences de la question nationale, peut-être dans les mouvements syndicalistes, de toute manière, l'histoire politique est un rapport de force en permanence. Donc, il y a des hauts, il y a des bas, et je pense que même le système, ce que j'appelle le système, qu'on peut appeler l'oligarchie, ou l'appeler comme vous voulez, il a très très conscience de ça en vérité. Il le sait, et il en joue. C'est pour ça que encore une fois, dès que les événements le nécessitent, ils ressortent le drapeau, parce qu'ils savent que c'est ce que le peuple demande en vérité. Plus de national et plus de social. Et si vous voulez, on donne, on tient un peu la marionnette, quoi. On tient un peu la marionnette, on lui donne un peu à manger, un peu moins. Si on peut pousser un peu plus, on pousse. Donc, on est dans le combat, quoi. Moi j'avais d'autres questions par rapport à mais on en a déjà un peu parlé. Je voulais parler effectivement de la métamorphose des rapports de classe, de la lutte des classes par rapport, surtout après-guerre, parce qu'on a vraiment brouillé la conscience de classe, qui n'existe plus, ou alors qui est à redéfinir, et les rapports sociaux, et finalement, est-ce que la question sociale est perdue de ce point de vue-là? Est-ce qu'elle est brouillée? Qu'est-ce que tu en penses? Non, la question sociale se pose toujours, parce qu'il y a toujours une opposition entre, disons, une domination capitaliste qui a évolué,
Ce n'est plus vraiment le patronat avec un cigare à la bouche et un haut de forme. C'est vraiment quelque chose qui diffuse aujourd'hui. C'est une réalité de la mutation du capitalisme sur des formes ultralibérales qui aujourd'hui donne justement cette naissance d'une oligarchie mondialiste avec la disparition justement des capitalismes disons nationaux. Une grande fusion de tout cela dans un vaste phénomène qu'on peut appeler la mondialisation et la globalisation. Donc c'est sûr que disons, le camp en face a changé, mais aussi notre camp, le camp du peuple, a changé aussi. Dans le sens qu'aujourd'hui, même cette notion disons, de travailleurs peut être remise en question, dans le sens que par exemple les chômeurs, on peut les considérer comme des travailleurs, les précaires sont-ils des travailleurs? Je pense qu'aujourd'hui ce qui apparaît, c'est surtout une grande union des gens qui ont été dépossédés. C'est-à-dire le retour à l'idée d'eux-mêmes, qui était d'ailleurs dans le terme même de prolétariat, c'est-à-dire ceux qui n'ont que leurs mains, ceux qui n'ont que leur propre existence pour pouvoir survivre. Et ces personnes-là sont dépossédées, disons, de tous les éléments qui pouvaient les laisser maîtres de leur existence, justement, et ils sont rendus, dépendants au système. Donc, par rapport à cela, ce qu'il apparaît, c'est que ces classes populaires, c'est toute la théorisation qu'il y a eu justement en ce moment sur les classes, sur la France périphérique, sont en périphérie du système et peuvent devenir, justement par cet aspect de périphérie, se regrouper à un moment donné et redonner sens à une conscience de classe qui sera différente de la conscience de classe que nous pouvait avoir le mouvement ouvrier, qui était lié à des contextes particuliers, c'est-à-dire des vastes ensembles industriels, des organisations ouvrières organisées sur le modèle des syndicats ou de l'entraide ouvrière qui a été très prégnante jusque dans les années 80 à peu près, et sa destruction à partir, disons, des années 90. Et je pense que tout cela peut redonner une nouvelle conscience de classe qui, justement, à ce moment-là, sera liée à une conscience patriotique. Parce que justement, les gens qui sont dépossédés, c'est d'ailleurs tout le... En fait, c'est le populisme. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, là, je rebondis aussi là-dessus. Évidemment, la grande différence avec ce que connaissaient Maurras, Sorel, etc., c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la postmodernité, finalement. On est dans une nouvelle société qui est en crise, d'ailleurs, aujourd'hui, et où on a socialisé par la consommation et plus par le travail, en fait. Donc la notion de travailleur, effectivement, quand Arlette Laguillet, qui a longtemps continué à invoquer les travailleurs, à s'adresser aux travailleurs, on se demandait à qui elle parlait finalement, puisqu'on était dans une société où il n'y avait plus de classe ouvrière. Donc là, je te rejoins tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus la classe ouvrière, en effet, mais c'est peut-être derrière ce masque du populisme, avec les analyses de Christopher Lasch, par exemple, c'est-à-dire le peuple contre les élites, alors peut-être avec effectivement le peuple un petit peu indistinct, un petit peu moins différencié que ne l'étaient les classes populaires du début du XXe siècle, mais malgré tout, c'est à travers ce peuple-là, composite, dont le contour est un peu flou, peut-être au moyen du patriotisme, justement, que les choses pourraient changer, qu'il pourrait y avoir une révolte donc, contre les élites. Ouais, donc il y a un nouveau rapport de classe qu'on pourrait peut-être appeler effectivement le peuple contre les élites, parce qu'on est à l'ère de la mondialisation. Et sur l'exemple de mon président, c'est le nationalisme contre le mondialisme, quoi. La révolte des nations contre l'oligarchie mondialiste. Et on a un problème similaire chez nous, avec notre grille maurassienne. Vous connaissez peut-être l'opposition pays réel, pays légal. J'en ai parlé tout à l'heure d'ailleurs. C'était très simple à l'époque de Maurras d'envisager le pays réel et le pays légal. C'est-à-dire que le pays réel, c'était vraiment la France traditionnelle qui subsistait en réalité. Et puis le pays légal, c'était les partis. C'était le système étatique. Maurras en faisait le tour, il y a un texte où il dénombre les forces du pays légal, il en fait le décompte. C'est très simple. Aujourd'hui, l'État il est partout, il absorbe tout. Donc qu'est-ce que le pays réel aujourd'hui? Qu'est-ce qui reste du pays réel? Le pays réel, il est totalement incorporé au pays légal. Et donc la situation qui était celle de Maurras, où on pouvait dire, eh bien, la France, finalement, le pays réel va se libérer du pays légal, par une sorte de pitch net, c'est plus du tout envisageable de cette façon-là. Le pays légal est partout, il est dans les têtes, il est dans les consciences, il s'est immiscé partout. Donc on est dans une situation beaucoup plus délicate
Et c'est pour ça aussi, sans doute, que l'exclusivisme politique, qui était la marque de fabrique de l'AF, politique d'abord, doit s'accompagner, on a fait ce travail de renouvellement un petit peu, d'une dimension métapolitique. Parce qu'effectivement, l'AF traditionnellement était strictement politique, parce qu'elle visait un renversement du pays légal. Aujourd'hui, le pays légal étant partout, il faut également être sur ce terrain justement métapolitique. C'est pour ça que je travaille sur l'esprit français, et que je m'y attelle. J'avais une question un peu plus, orientée rapport de classe pour toi. J'ai une question un peu plus orientée nationaliste pour toi. Est-ce que ce qu'on appelle la réaction ou la réduction identitaire actuelle n'est pas un piège pour les mouvements nationalistes? Alors, je vais écarter tout de suite la question des mouvements qui se réclament identitaires. Enfin, je ne veux pas raisonner par rapport à des groupes. Mais en revanche, il me semble que l'idée en elle-même est intéressante. C'est-à-dire qu'il y a l'idée de renouer avec des traditions. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Moi, il me semble, d'abord, il y a un aspect peut-être artificiel dont il faudrait discuter. Parce que c'est exactement ce que je viens de dire sur le pays réel. Il y a eu ce phénomène des 30 glorieuses avec ce développement du consumérisme, avec l'effondrement de la pratique religieuse, avec la fin des terroirs, le fait que la population s'est concentrée dans les villes, etc. Donc il y a les traditions, aujourd'hui, je crains que ce soit souvent le cas, dans ces mouvements justement, qui se revendiquent identitaires, devient un folklore un peu, c'est-à-dire qu'on va continuer de vivre finalement comme tout un chacun dans une vie postmoderne, mais on va, de manière assez extérieure, finalement, organiser des petites manifestations avec des symboles. On va sortir le saucisson et le machin. Voilà, on va faire des choses. Pinard, saucisson pinard, voilà. On va ressortir un blason régional ou je ne sais quoi. Mais au fond, on va rester fondamentalement un individu postmoderne. Bon, cela dit, même si ça a ses limites, on peut pas. Nous, on a toujours été en faveur de l'enracinement. On a toujours voulu replonger le sentiment national dans les sentiments d'appartenance locale, traditionnelle. Donc on ne peut pas récuser intégralement ce genre de démarche. Mais voilà, en tout cas, moi, ce que je crains, c'est qu'en effet, souvent, ce soit tourné vers des formes artificielles. Un peu comme on parlait tout à l'heure entre nous du néopaganisme. Le néopaganisme intégral, à mon avis, est impraticable. C'est-à-dire qu'il faut plutôt essayer de trouver des continuités. C'est-à-dire de voir, par exemple, que dans le catholicisme, il y a bien sûr le christianisme, mais il y a aussi des formes de syncrétisme. Et donc, il faut chercher les traditions vivantes quand elles existent encore, plutôt que de faire de l'archéologie et de vouloir reconstituer des choses à partir de rien, de manière purement idéologique et intellectuelle. Pour le coup, le néopaganisme intégral, finalement, est totalement antinational. Même, en plus, pour la France, en tout cas, c'est impraticable. Ouais. Donc oui, je parlais plutôt d'une réduction de la question nationale à la question identitaire. Oui, de ce point de vue, c'est un danger. Ouais. Très bien. Moi, je pourrais juste ajouter par rapport à la nation et par rapport à la patrie que ce qui est dangereux, c'est la nation comme un musée ou la nation comme un parc d'attraction. C'est-à-dire que, comme je ne peux que souscrire à ce que tu as dit, dans le sens que si tu réduis à des dénominateurs les plus réduits le sentiment national, c'est-à-dire un attachement aux saucissons et aux pinards, ça ne sera pas un facteur de civilisation intéressant. Ça ne sera pas un facteur qui fera progresser la culture. Nous, en tant que socialistes révolutionnaires, on a une vision, disons, dynamique de la nation. Donc, notre vision des choses, c'est que la nation se construit justement par le travail que tout le monde produit de façon quotidienne pour faire progresser la culture, pour faire progresser son rayonnement. Et cette conscience était quelque chose d'actif. La nation, c'est quelque chose qui se construit tous les jours. C'est pas quelque chose de figé. Et justement, je pense que la forme nationale a cette capacité justement d'adaptation. Comme disait Orwell, la nation, c'est comme un enfant qui grandit. Il est toujours le même à l'âge adulte, mais il est différent parce qu'il a évolué. En fait, ça me fait une transition parfaite parce que ce que tu appelles cette espèce de fixisme, là, de passivité, moi je considère d'un point de vue philosophique que c'est vraiment la définition du libéralisme en fait. Parce que le libéralisme, j'avais prévu un petit appendice sur le libéralisme, c'est vraiment la négation, c'est vraiment la négation de toutes les déterminations, donc que ce soit historique, culturelle, nationale, et en même temps,
parce que pour affirmer, je l'ai noté, pour affirmer une sorte de liberté sur l'instant, hein, la liberté, on appelle ça à court terme, mais c'est même plutôt c'est la dictature. Moi je dis que le libéralisme c'est la dictature du présent, quoi. C'est vraiment la dictature de l'instant, et c'est-à-dire une sorte de liberté immanente, voilà, immuable, immanente, et on ne bouge pas. Et ça c'est ça la philosophie libérale. Et la philosophie libérale nie ce qui vient avant, et nie aussi ce qui vient après, donc ni les identités, les constructions historiques, et nie aussi le mouvement. Et donc j'avais aussi noté que finalement c'est le monde malheureusement intellectuel idéologique dans lequel on vit, puisqu'on est dans le monde parce que je fais une analogie avec la vision adolescente des choses, et la vision féminine, encore une fois c'est pas du tout une attaque envers les femmes, mais c'est-à-dire qu'on a un point de vue, adolescent dans le sens où c'est immature, c'est-à-dire qu'on ne voit que ce qu'on veut voir, on vit sur l'instant, on fait sa petite crise d'ado, ou quand je parle de la vision féminine des choses, c'est l'attirance vers une certaine pensée magique, quoi. Et pour moi c'est vraiment c'est vraiment le monde idéologique dans lequel on vit, quoi. D'ailleurs c'est pas pour ça qu'on est dans la dictature du jeunisme et la dictature du féminisme, hein, d'un point de vue idéologique. Et j'ai même poussé le parallèle un peu plus loin, puisque ce libéralisme conçu, si vous voulez, comme un concept, et donc anti-histoire et anti-historicité, et je veux dire ça nous permet aussi d'identifier nos ennemis, donc je vais le dire. Quel est le peuple qui n'a pas d'histoire? C'est le peuple américain, hein, on dit souvent que les États-Unis n'ont pas d'histoire. Et quel est le peuple qui vit en dehors de l'historicité, hein, je l'ai noté, c'est la théologie juive, en fait. C'est vraiment une vision du monde anti-historicité, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans le mouvement, l'histoire est déjà écrite, en fait. Donc je donne des pistes, hein, amusez-vous avec ça. Bon, peut-être question-réponse? Allez. Ouais, pour les questions-réponses, je vais vous demander de respecter un petit peu la parole de celui qui a le micro, parce que si on commence à avoir des interventions un peu à droite à gauche, ça va pas trop le faire pour que ce soit audible en fait pour la caméra, pour la vidéo complète. Donc voilà, si quelqu'un a une question, je vais passer le micro. Je sais pas si vous parlez assez vite. Ouais, assez vite. Oui, Platon. Alors une question pour éviter une intervention. Une petite devinette, c'est un homme politique, je ne sais pas, mais il aurait pu l'être, qui racontait d'une manière très dogmatique à une journaliste à la télé, qu'importe le journaliste d'ailleurs, qui expliquait qu'il ne peut y avoir de politique sociale que dans une économie fermée. Donc, un État qui gère ses frontières. Et comme l'économie est ouverte, il ne peut plus y avoir de politique sociale. C'est Kim Jong-il de la Corée du Nord, non, c'est pas lui? Il passe régulièrement à la télé française. C'est la Catali. Donc finalement, il aborde de l'eau. Oui, mais pour Jacques Attali, les nations sont des hôtels, donc c'est plus la même. La question sociale n'est pas abordée du même angle, en fait. Il avait abordé justement pour démontrer que c'était impossible, puisque l'économie étant mondialisée, il était hors de question de s'intéresser aux politiques. Tu veux rebondir? Bon, la réponse est dans la question, donc. Ne pensez-vous pas que, vous avez dit ce que vous en pensez, que la faiblesse du peuple français est due à son absence de sacré, en fait. Et si elle avait du sacré, elle serait plus forte. Elle est, foncièrement, principalement athée, du coup il y a la laïcité, comme vous connaissez, bien que, finalement, en regardant fonctionner le peuple français, on s'aperçoit qu'ils sont croyants. Ils croient en la science et ils croient surtout en la télévision. Oui, il y a une formule de Berthe que j'aime beaucoup là-dessus qui parle de l'esprit saint laïque, voilà. Ou l'esprit saint science, scientifique, si vous voulez. Donc moi pour répondre après, je vous laisse la parole, je pense que la faiblesse des Français, comme la faiblesse de tous les peuples, vient du fait que les peuples sont déconnectés de ce que j'appelle leur être, de leur esprit ou de la vie même, si vous voulez. Et je considère, mais je pense que vous êtes d'accord,
que le sacré fait partie de la vie humaine. Voilà. À partir du moment où, c'est comme un organisme, pour reprendre l'analogie avec Proudhon, à partir du moment où on coupe un organe, on coupe un membre, on coupe quelque chose, on ne fonctionne plus aussi bien, on ne fonctionne plus pareil. Voilà. Peut-être que demain, si je me fais enlever un rein, machin, je peux continuer à vivre, mais ce ne sera pas pareil. Je pense que c'est pareil, on peut faire l'analogie avec la société française. Bon, pour moi, la question, c'est du pain béni, hein, puisque, si j'ose dire, puisque nous sommes dans la ville des sacres, et que, justement, un des axes principaux que nous proposons, nous, les monarchistes, c'est justement de dire qu'un pouvoir, plus il est sacré, plus il est symboliquement fort, moins il a besoin d'être tyrannique. Donc c'est toute la différence. Tout à l'heure, tu faisais une typologie entre le pouvoir monarchique traditionnel, le césarisme et le pouvoir démocratique. Voilà, la démocratie et le césarisme, qui d'ailleurs sont les deux faces d'une même médaille, hein, ça c'est démontré depuis l'Antiquité, Platon l'explique déjà très très bien. Voilà, sont d'un côté, et puis la monarchie traditionnelle telle que nous la concevons, puisque chez Maurras, c'est pas l'aspect le plus développé chez Maurras, hein, parce que Maurras est plus sur le terrain politique. Mais dans sa formule de la monarchie, quand il parle de la monarchie, il la définit comme traditionnelle, c'est le premier terme, hein, traditionnel, anti-parlementaire, héréditaire et décentralisé. Mais il commence par traditionnel. Et dans ce traditionnel, il y a évidemment toute cette sacralité, toute cette force justement de transcendance, de verticalité, qui permet au roi d'être ce fédérateur, pour rejoindre le sujet de tout à l'heure, hein, de la diversité des communautés, des corps intermédiaires. Donc l'autorité en haut, les libertés en bas, la formule que j'évoquais tout à l'heure, elle n'est possible que parce qu'il s'agit d'un type particulier d'autorité, qui est une autorité traditionnelle, donc, à bien des égards, sacrée. En tant que vrai homme de gauche, la question théologique ne te touche pas, quoi. Non, c'est pas de la théologie. Non, hein. justement, en plus, c'est comment dire, je ne suis pas un homme de gauche, déjà je suis socialiste, donc ça va être... Il m'a baisé. Voilà. Et ensuite, par rapport à la dimension spirituelle, je pense que c'est central aussi dans notre démarche, en tout cas à Rébellion, depuis l'origine, parce que nous considérons que justement la spiritualité est un élément qui pousse vers le haut les individus et les communautés, et qui permet aussi de faire progresser la nature humaine vers quelque chose de plus haut qu'elle-même. Et donc je pense que c'est fondamental de garder justement cette dimension sacrée pour éviter de sombrer dans le matérialisme, pour éviter aussi toutes les dérives que nous voyons avec le monde moderne, et aussi pour introduire cette notion qui est souvent oubliée, qui est d'être humble devant la vie et devant l'existence que nous traversons. Je crois qu'il y a une autre question là-bas. Bonjour, alors j'avais une question par rapport à l'exposé de Stéphane Blanchonnet en fait sur Charles Maurras. Il a été surnommé le Marx du nationalisme, c'est ça? J'ai découvert en préparant que la formule était de Sorel, donc c'est pour ça que il y a une contradiction qui m'est apparue tout de suite, c'est que Marx c'est le matérialisme dialectique, et je pense que c'est balayé dans l'empirique organisateur de Maurras. Parce que Maurras, à un moment donné, s'est réclamé d'un socialisme expurgé de son ferment cosmopolite et démocratique, mais fondamentalement, Marx, l'homme est une machine, alors que il y a trop de... Oui, il y a deux anthropologies. Voilà. Le Maurras ne serait pas sur la même conception de l'homme que Marx, c'est ce que vous voulez dire. Oui. Et donc, c'est la vision globale qui fait que... bon, d'abord, je pense qu'il faut relativiser la portée de la citation de Sorel. Quand il dit que c'est le Marx du nationalisme, il vise l'importance du personnage. L'analogie, c'est comparaison n'est pas raison. Hein, l'analogie, c'est toujours partiel. Ça porte sur certains aspects. Ensuite, c'est évident qu'il y a une différence. Maurras, c'est très difficile de définir une anthropologie maurassienne. Parce que Maurras était agnostique, donc il n'était pas, il ne tranchait pas du point de vue métaphysique en réalité.
Alors il avait une métaphysique à base de poétique un petit peu, parce que c'était un poète, hein, et il faisait l'éloge, on voit très bien ça dans son œuvre littéraire, il fait l'éloge de la limite, de la tenue, de la limitation, oui, hein, donc du fini, hein, le fini, la perfection du fini. Maurras, c'est quelqu'un qui redoutait l'infini, qui redoutait l'illimité. C'était peut-être son problème d'ailleurs avec la foi religieuse en fait. Hein. Mais ce qui est certain, c'est que ces références philosophiques, ou ces maîtres fondamentalement, si on laisse de côté Auguste Comte, qui là lui serait assez proche de Marx hein, finalement sur cette question-là, c'est plutôt Dante, c'est plutôt Platon, et donc c'est une vision qui n'est pas du tout matérialiste en fait, hein, même si elle n'est pas en relation avec la foi religieuse, je dirais chrétienne, mais ce sont des références effectivement qui ne sont pas matérialistes. Donc oui, il y a vraiment une différence, hein, c'est certain. Mais cela dit, il y a aussi chez Maurras cette inspiration positiviste. Et là, je pense que pour le coup, Auguste Comte serait assez proche de Marx, à mon avis. Mais en tant que méthode voilà. d'analyse, l'empirisme organisateur et le matérialisme dialectique, c'est pas si éloigné que ça. Également. Hein. Ouais. En tant que méthode, on est d'accord. Voilà. Mais sur la conception de l'homme, oui, effectivement, c'est pas la même chose. Je pense aussi, j'ai une réflexion par rapport au terme socialisme et social. En fait, je pense que le socialisme fait de la question sociale un absolu et une fin en soi. Alors que normalement, ça doit juste être un moyen, ça doit être. Et Maurras préférait qu'on parle, il le dit, il adopte la terminologie sociale, question sociale, problème social, mais il dit qu'il le regrette. Il préférait qu'on dise politique, justement, parce que pour lui c'est la même chose. Alors c'est pas si anodin. C'est comme la formule d'Aristote, on dit l'homme est un animal social, mais en fait la formule en grec c'est politique. L'homme est un animal politique. Voilà. Parce que ça évite de dissocier ces deux dimensions. Et donc, justement, ça permet de rassembler la question nationale, en l'occurrence, puisque pour nous, la cité, c'est la nation, et la question sociale. Donc lui, dans l'absolu, préférait effectivement qu'on parle de questions politiques plutôt que de questions sociales. Donc voilà, même si par ailleurs, il parle du nationalisme, effectivement, qui irait au nationalisme comme un gant bien fait à une belle main, un socialisme, comme vous l'avez dit, dépouillé de ses éléments cosmopolites, etc. Tu voulais répondre sur Marx? Oui, je voulais revenir, parce que par rapport à Marx, c'est vrai que vous avez tout à fait bien répondu tous, et c'est vrai que on peut se rattacher à une démarche, à une grille d'analyse qui est très utile pour comprendre justement les mécanismes du capitalisme, sans adhérer forcément à une vision matérialiste qui était diffusée dans le marxisme. Donc à partir de là, moi c'est vrai que par rapport à la définition du socialisme, là aussi il y a plusieurs définitions possibles. Pour nous en tout cas, notre définition, ce serait que ce soit l'esprit de la communauté incarné dans une organisation, c'est-à-dire une volonté de vie communautaire qui ne soit pas justement bureaucratique ou froide, mais justement vivante, car basée sur des corps sociaux aussi vivants. Donc, c'est pas du tout la même vision que tu peux avoir, par exemple, avec la définition que pourrait avoir un social-démocrate ou un marxiste du socialisme. Ouais, parce que là, toi, tu faisais allusion à une sorte de... Enfin, je dirais pas une caricature, malheureusement, non, parce que ça a une part de réalité, forte, historiquement parlant, mais une vision du socialisme, effectivement... ultra matérialiste, avec une dimension même messianique, tu vois, quelque chose... C'est toute la dérive du marxisme-léninisme, quoi. Oui, voilà, c'est bien ce que je dis, oui, c'est ce que je dis. Ouais. C'est ce qui fait que Marx rejoint les socialistes utopiques, dont il se moque, mais lui, il projette son utopie à la fin de l'histoire, mais finalement, il ironise sur les socialistes utopiques, mais finalement, lui-même met une utopie, qui est cette fameuse fin de l'histoire. Après, c'est un sujet sans fin, justement, l'histoire de Marx, mais c'est ce qui différencie Marx des marxistes et des marxiens. Donc, ça, c'est des sujets très lourds et très intéressants aussi. Et ce qui distingue d'Hegel aussi. Je ne sais pas si vous connaissez le livre de Jules Monroe sur la dialectique, qui est justement une tentative de réhabilitation de la dialectique hegelienne
en montrant que la dialectique marxiste est loin de prolonger, d'améliorer la dialectique hegelienne, au contraire l'affaiblit, l'appauvrit. C'est un livre vraiment très très intéressant. Ouais, ça a l'air cool. J'aurais une question concernant le nomadisme, pour encore reparler de Jacques Attali. Il dit que finalement, plus tard, il n'y aura plus de frontières, donc ça c'est déjà un petit peu le cas, et que finalement, les ouvriers ils vont être de plus en plus nomades, et ils vont là où il y aura du travail, c'est un peu ce qu'on voit avec les migrants, l'immigration, tout ça, c'est de plus en plus comme ça. Du coup, quel avenir pour le syndicalisme révolutionnaire? Déjà, ta question est un peu abstraite parce qu'il n'y a pas de syndicalisme révolutionnaire, tu comprends? Et comment s'opposer à ça? Justement, je pense que c'est par rapport au retour aux fondamentaux, c'est-à-dire retour à la communauté comme corps social et retour à la nation, à la patrie comme autre corps social fédérateur. C'est-à-dire que si le nomadisme est une réalité pour certains types de personnes, c'est vrai que par exemple Attali, il incarne aussi une oligarchie mondialiste qui vit comme ça déjà. Donc pour eux, ça ne pose aucun problème. Après, pour les ouvriers, c'est quand même beaucoup plus vécu violemment quand le nomadisme concerne son emploi. C'est-à-dire que le nomadisme de l'emploi, c'est la délocalisation. Donc le travailleur, en principe, lui, reste toujours quand même attaché à quelque chose qui est lié à la terre, lié à un environnement où il habite, lié à sa famille, qui ne peut pas abandonner comme ça. Et c'est là où, justement, il y a des éléments de résistance possibles, parce qu'il y a cet attachement, justement, qui existe aux communautés qui sont aussi bien la famille que le monde du travail, c'est-à-dire le cadre professionnel, ou la nation aussi. Donc c'est peut-être là aussi qu'on trouve cette convergence entre la question nationale et la question sociale à l'heure actuelle, qui est réactualisée justement par cette espèce de d'utopie monomadiste qui est mise en avant par l'oligarchie mondiale. Merci. Pas de questions sur... On prolongera la discussion. Il y en a encore une là-bas. Là. Merci. Alors je voulais revenir sur... en fait, vous avez distingué deux types de corporatisme, celui de... je me prenais Jean Maurras et le corporatisme de Vichy et le corporatisme fasciste. Donc il y en a un qui est impulsé par le haut et un autre impulsé par la base. On a du mal à imaginer comment ça peut se concrétiser avec les corps intermédiaires. Et ben, finalement, peut-être que l'expérience menée par Valois est intéressante dans la mesure où, si elle avait eu lieu dans le cadre d'un régime qui aurait respecté, qui aurait encouragé ce genre d'initiative, on aurait eu justement peut-être l'idéal visé par les maurassiens sur cette question de la corporation. C'est-à-dire que ce que tu disais tout à l'heure aussi, c'est-à-dire que l'État doit s'occuper de ses fonctions régaliennes et pour le reste, il doit simplement encourager, protéger les initiatives qui partent du bas. Donc c'est tout à fait différent d'une tentative de caporaliser l'économie par le haut. La critique... Moi, une des critiques que je trouve les plus complètes de ça, c'est le livre d'Evola là, sur le fascisme vu de droite, où il y a un chapitre consacré au corporatisme fasciste, où il montre que c'est simplement un enrégimentement, une caporalisation de l'économie. Et donc, c'est pas du tout le projet dont on parlait tout à l'heure, des deux pôles qui dialectiquement finalement s'organisent sans que l'un prenne le contrôle de l'autre. Donc voilà. Donc je pense que la différence, elle est vraiment très claire en fait. Mais tu as du mal à te représenter, mais est-ce que finalement ça ressemble pas à l'ancien régime, ce dont tu parles? Voilà, mais le problème c'est que c'est loin, voilà. Oui, bien sûr. Oui. Je veux dire, c'est pas impossible, quoi. Tu vois, ça a peut-être existé, en fait. Après, tu l'as dans le syndicalisme révolutionnaire, par exemple, dès le départ, il y a eu par exemple des coopératives d'achat, des coopératives de production, pour justement que les échanges économiques ne passent plus par le système capitaliste. Tu les as par exemple dans la logique des bourses du travail, et tu avais souvent
en plus de la solidarité, comme je l'expliquais, avec disons, de l'aide juridique et tout ça, tu avais une volonté de mettre en place des magasins, par exemple, où on vend des produits qu'on garantissait comme étant voilà, produits dans des conditions normales pour l'époque, et qu'au moins les ouvriers qui le produisaient recevaient un salaire digne. Donc il y avait toute une logique qui avait été mise en place justement de diffusion par d'autres biais que les biais disons, des grands magasins de produits à destination disons, du public ouvrier à des prix aussi accessibles par lui. Pour lui. Pour éclaircir, puisque ça m'est déjà arrivé qu'on me pose la question, enfin, je ne suis pas, et je ne sais pas si vous voulez, je ne suis pas forcément pour l'établissement d'un royalisme syndicaliste en France dans la période 2015, hein, pour que les choses soient claires. En tant que vrai progressiste, on va dire, et dialecticien, on réfléchit à ces questions. En tout cas, on peut tous ensemble s'interroger là-dessus. Hein. En tout cas, on a la capacité, on pense qu'on ne peut pas agir, mais enfin, il y a toujours possibilité de faire quelque chose. Selon la séquence dans laquelle on est, c'est plus ou moins difficile. Ah, ça me fait penser à quelque chose. Ça me fait penser à la discussion, puisque on est chez Égalité et Réconciliation. Alain Soral avait évoqué un jour ce que fait voilà que j'ai oublié son nom, celui qui milite pour le tirage au sort. Chouard. Voilà, Chouard, Étienne Chouard. Il avait évoqué conjointement les propositions d'Étienne Chouard et les nôtres, celles de l'AF en fait. Et il expliquait que finalement, il faudrait essayer de faire converger ces deux aspirations. Et moi, depuis d'ailleurs, je rêve d'un débat avec Chouard, parce qu'à mon avis, ce serait vraiment très très intéressant. Je crois qu'il a un petit peu peur maintenant de trop se montrer, donc bon, ça se fera peut-être pas. Mais voilà, ça c'est intéressant, parce que on voit qu'on peut reproduire aujourd'hui, avec des gens différents, des convergences comme ça assez étonnantes. Voilà, c'est possible. Ouais, c'est stimulant. Le seul problème de la théorie de Chouard, c'est qu'avant d'instaurer le tirage au sort, il faut prendre le pouvoir. C'est le même problème qu'avait Maurras et Valois avec... voilà. D'abord en préalable le coup de force, et après on peut peut-être... Voilà. On rejoint le même problème. Même bilan, même conclusion. Bon, en tout cas, pour la France, si on avait les moyens de faire les choses, on pourrait faire les choses. On pourrait reprendre le contrôle assez facilement en vérité. Que ce soit sur les questions... On va le faire d'ailleurs. Questions d'immigration, de frontières, des questions économiques et sociales. Il n'y a rien d'impossible. C'est un combat. Continuons le combat.